Oui, on parle de logement insalubre à Montréal, mais peut-on faire quelque chose pour améliorer la situation? Ma prochaine invitée nous dira que oui, c'est possible. Elle travaille pour l'organisme Bâtir son quartier qui existe depuis 1976 et qui est devenu aujourd'hui finalement le plus grand promoteur immobilier communautaire au Québec. Et ils ont réalisé plusieurs projets d'envergure et d'autres aussi sont en chantier en ce moment. Avec nous, Josée Gaudreault. Bonsoir. Bonsoir. Donc, on l'a vu, bon, évidemment, ceux qui vivent dans des logements insalubres, c'est pas simple. Ça a toutes sortes de répercussions aussi sur la santé. Fort heureusement, il existe quand même des alternatives. Vous travaillez là-dedans, à bâtir son quartier. Peut-être vous expliquer un petit peu, puisque je disais, vous êtes devenu le plus grand promoteur immobilier communautaire. Oui. Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Donc, nous, Bâtir son quartier, on est une entreprise d'économie sociale. On coordonne la réalisation de projets d'habitation communautaire, donc que ce soit sous forme coopérative ou sous forme d'organisme à but non lucratif. Et donc, nos logements s'adressent aux ménages à faibles et moyens revenus. Puis l'objectif, c'est de créer des milieux de vie qui sont sains, qui sont dynamiques, puis qui sont solidaires aussi, puis de permettre aux gens qui aient des logements de qualité, puis à prix abordable. OK, c'est ça. Puis c'est quoi le plus grand défi que vous avez quand vous arrivez, par exemple, bon, là, il y a différentes catégories, mais dans le cas où est-ce que finalement vous rachetez ou vous prenez en charge des logements plus insalubres, c'est quoi à ce moment-là? Quelle vision vous en faites? Puis où est-ce que vous allez avec ça? Là? Comment vous faites? Bien, c'est sûr qu'il y a toujours un enjeu de financement. Il y a un nombre d'unités qui est limité chaque année. Nous, on réalise avec le programme Accès Québec. Et par exemple, dans le cas d'un projet d'achat-rénovation, par exemple, dans le cas d'ensemble insalubre, nous, notre objectif, c'est de répondre à des besoins. Donc, les besoins sont identifiés en collaboration avec les concertations, les organismes de quartier. Et par exemple, si dans un projet, on voit qu'il y a peu de logements pour famille, on peut prendre des immeubles où il y a des petits logements et changer les typologies, rassembler des petits logements pour faire des plus grands logements pour répondre aux besoins des familles qui sont parfois dans des situations de surpopulation dans les logements. OK. Et là, et souvent, donc, on parlait avec Fanny Garance du manque de logements plus grands pour les familles. C'est un problème parce que c'est aussi une question de prix. Et est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait voir de plus en plus du côté, par exemple, de ces coopératives-là? Ou est-ce que c'est finalement là, un terrain que vous développez davantage que d'autres? Disons, des appartements plus petits? Oui, bien en fait, je vous dirais que nous, nos projets s'adressent à une variété de populations. On parle autant des petits ménages, des couples, des personnes seules qui peuvent avoir besoin de soutien communautaire, aussi pour des aînés en légère ou en grande perte d'autonomie, et bien sûr pour des familles monoparentales et des familles normales. OK. Puis oui, c'est ça. Donc, si vous regardez, mettons, je sais que vous avez plusieurs projets en chantier actuellement. Il y en a d'autres qui ont été faits. C'est quoi les choses là, qui sont vraiment réussies? Et on devrait vraiment se servir de ça comme des exemples. Bien, quand je regardais votre reportage, ça me faisait penser au cas sur l'avenue Christophe-Colomb. Il y avait un ensemble insalubre qui était détenu par un propriétaire qu'on peut dire récalcitrant. Donc, des situations qui étaient exécrables, des gens qui vivaient dans des conditions atroces. Donc, nous, ce qu'on a fait, on parle de 8 immeubles, achat, rénovation complète, et ça a été transformé en 3 projets distincts. Donc, pour l'ensemble, l'objectif, c'était de maintenir la vocation locative, donc plutôt qu'un passage en condo. Et donc, 3 immeubles qui ont été transformés en coopérative d'habitation pour des familles, 2 immeubles en organisme à but non lucratif, donc plutôt pour des petits ménages et des familles monoparentales. Et il y a 3 immeubles dont la vocation est demeurée privée, mais c'est géré par un gestionnaire immobilier communautaire, donc avec les valeurs de démocratie, de solidarité puis de maintien dans les lieux. OK. Et là, les gens qui aimeraient ça, peut-être avoir accès à ce genre de logis-là, comment ils font? Parce qu'on dit souvent pour les logements sociaux, c'est des listes d'attente à n'en plus finir. Et vous, bon, ça semble quand même, les projets quand même avancent. À ce moment-là, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est un coup de chance? Est-ce qu'ils communiquent avec vous? De quelle façon ça fonctionne? En fait, je pense que ça vaut la peine de distinguer 2 choses. Il y a la grande famille du logement social qui regroupe le logement public et le logement communautaire. Donc, le logement public qui est propriété du gouvernement ou de la municipalité. Nous, ce qu'on fait, c'est du logement communautaire. Donc, les gens ont vraiment une opportunité de prendre en charge puis de gérer de façon démocratique leurs projets. Donc, c'est des gens qui, dans certains cas, c'est des gens finalement qui se rassemblent ensemble et disent on veut faire un projet communautaire et là, ils font référence bien, en fait, ça peut voir. être des gens qui viennent nous voir ou nous, on travaille beaucoup avec les organismes dans les quartiers. Par exemple, les comités logements qui tiennent des listes de requérants. Nous aussi, à Bâtir son quartier, on tient une liste de requérants. Et quand on a une opportunité, que ce soit un terrain pour une construction ou un ensemble immobilier industriel qu'on veut transformer en ensemble immobilier, ou dans le cas d'achat-rénovation, on fait des assemblées publiques d'information. Puis on travaille toujours en collaboration avec les concertations. Et il y a eu un cas, c'est Station 1. Oui. Ça, c'est vraiment un bel exemple, en fait, d'une remodernisation. Vous êtes réapproprié un lieu. C'était un lieu industriel. Vous en avez fait des logements, donc quand même abordables, on va dire ça comme
j'aime ça. Parlez-moi de ce projet-là. Oui, donc Coopérative Station numéro 1, on parle de la première station d'électrification longue distance à Montréal, donc un immeuble de la Shawinigan Water and Power. Ah oui, on voit. Ça datait de 1903. Et donc, on l'a transformé, donc recycler, revaloriser le patrimoine bâti, le patrimoine architectural, pour le transformer en une coopérative d'habitation pour des familles. Donc, 74 logements, donc pour des petits ménages et des familles, avec une grande majorité pour les familles, et même des logements qui sont universellement accessibles. Parfait. Et qu'est-ce qu'on regarde, mettons, disons, à l'avenir? Quels sont les projets qu'il faut surveiller qui vont changer la face de certains quartiers, qui vont améliorer la vie des gens? Bien, je vous dirais, nous, on a déjà réalisé 9 186 logements dans 373 projets. Chaque année, on livre plus ou moins 600 nouveaux logements. Donc, il y en a beaucoup pour l'année en cours, puis aussi, on travaille en amont pour les années à venir. Il y a entre autres le projet Les Bassins du Havre, dont on entend souvent parler, aux abords du canal de la Chine, dans le quartier Petite-Bourgogne. C'est où, ça? Bien, en fait, il y a une stratégie d'inclusion à Montréal qui aide à inclure des logements communautaires dans les grands projets résidentiels. Et pour les 2000 logements des Bassins du Havre, nous, on en réalise 400, donc à peu près 20 Plus de 50 de ces logements-là seront pour des familles. Et on a une première phase qui va être livrée d'ici la fin de 2012 ou début 2013, 180 logements, la coopérative Les Bassins du Havre. Et on aura une deuxième et une troisième phase par la suite. Deuxième, troisième phase. Est-ce que c'est un modèle d'avenir en termes de construction? Vous êtes là depuis 1976. Est-ce que vous en voyez d'autres comme ça qui commencent à se former? En fait, il y a 4 groupes de ressources techniques à Montréal, 24 au Québec. Edith Cyr, la directrice générale de Bâtir son quartier, d'ailleurs la présidente de l'Association des groupes de ressources techniques. Et ce à quoi on a travaillé, c'est à mettre de l'avant le potentiel de l'habitation communautaire pour répondre aux besoins de pauvreté, aux besoins d'exclusion, mais surtout mettre de l'avant que c'est un modèle structurant puis qu'il y a des retombées économiques et sociales pour les individus puis pour la collectivité. Eh bien voilà, c'est dit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir invités. Bonne chance.